Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de coefficients des polynômes cyclotomiques. Alors d'abord un rappel sur les polynômes cyclotomiques. Le nème polynôme cyclotomique phi de n est défini comme le produit des x moins zeta, où zeta à parcourir les racines primitives énièmes de l'unité. Ensuite on a deux théorèmes très importants. Le premier c'est que x puissance n moins 1 peut s'écrire comme le produit des dixièmes polynômes cyclotomiques où d va parcourir les diviseurs de n. Et on peut aussi montrer que phi de n est un polynôme irréductible, unitaire, à coefficient entier et de degré phi de n. Ok, donc si on fait les premiers, on a vu aussi des techniques pour calculer les polynômes cyclotomiques. Donc si on essaye les 10 premiers, ça nous donne cette liste. Et maintenant, on va essayer de trouver des propriétés sur les coefficients des polynômes cyclotomiques et même sur les polynômes cyclotomiques eux-mêmes. Ok, c'est parti. Alors la première remarque qu'on peut faire sur cette liste, c'est qu'après le premier polynôme cyclotomique qui est x-1, les polynômes cyclotomiques semblent toujours avoir un 1 au coefficient constant ici. Alors on va le montrer, c'est pas très dur. On commence tranquille. Donc voilà le théorème. Si n est plus grand que 1, alors phi de n de 0 égale à 1. Alors il y a plusieurs preuves de ce théorème. Il y en a une où on peut juste regarder à quoi va ressembler le produit de certaines racines de l'unité. Mais ici, on va essayer le plus possible d'utiliser des résultats sur les polynômes. Donc on va utiliser plutôt ce résultat-ci, qui dit que x puissance n-1 est le produit de phi d de x. Maintenant, si on remplace x par 0, ça nous donne quoi? D'un côté, on a moins 1, et de l'autre, on a le produit de phi d de 0. Alors, dans ce produit, une chose est sûre, il y a 1 et il y a n, donc je vais déjà les mettre de côté. On aura phi 1 de 0, ça c'est sûr, on aura phi n de 0, et on aura peut-être encore un produit de tous les diviseurs de n qui ne sont ni 1 ni n. Voilà. Ok, phi de 1 de 0, c'est facile à calculer. On sait que phi de 1, c'est x moins 1, donc si on remplace x par 0, ça nous donne moins 1. Et maintenant, ça, en fait, par récurrence, on peut dire que c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que c'est le produit de phi de d de 0 pour des valeurs de d qui sont plus petites que n. Mais maintenant, on se dit, ok, mais j'ai peut-être besoin de vérifier le premier cas, d égale à 2, ou on peut réfléchir différemment, on peut dire j'ai besoin de vérifier tous les nombres premiers, parce que c'est des nombres où ce raisonnement ne fonctionne pas. Mais tout ça est aussi résolu très simplement, il n'y a pas vraiment besoin dans cette récurrence d'écarter la base de la récurrence et le pas de récurrence, parce que si n est égal à un nombre premier, ce produit sera vide et sera donc quand même égal à 1. Donc dans tous les cas, ce produit vaut 1. Et maintenant, on a juste à comparer les termes pour voir ce qui nous manque ici, enfin comparer les facteurs plutôt. Ici, on a moins 1 qui vaut moins 1 fois 1 fois ça, donc on n'a pas le choix. Et phi de n de 0, donc le coefficient constant de phi de n, doit être égal à 1. Ok, voilà, on commence tranquille. Maintenant, on va regarder les plus de coefficients. Disons qu'on regarde tous les coefficients en même temps et qu'on en fait une suite. Par exemple, dans le cas de phi 9, ça nous fera 1 pour le coefficient de degré 6, ensuite 0 pour celui de degré 5, et ainsi de suite. On peut aussi faire ça pour phi de 10. 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Et on peut remarquer la chose suivante, c'est que les coefficients se lisent la même chose de gauche à droite et de droite à gauche. On va aussi démontrer ça. Il se trouve que c'est vrai pour tous les polynômes cyclotomiques, sauf 1. Donc déjà, ces polynômes où les coefficients peuvent se lire la même chose de gauche à droite et de droite à gauche ont un nom, c'est des polynômes qui sont dits réciproques. Et on peut en fait avoir une définition algébrique qui est toute courte. C'est la suivante, c'est il faut qu'un polynôme p de degré n, pour qu'il soit réciproque, il faut que x puissance n fois p de x puissance moins 1 soit égal à p de x. Ok, pourquoi c'est exactement ce qu'on veut? Si p de x peut s'écrire comme anxn, ainsi de suite, jusqu'à a1x plus a0, en fait, cette transformation va juste lire les coefficients de droite à gauche. On va voir pourquoi. Si j'écris xn de px-1, ce sera la chose suivante. anx-n plus a1x-1 plus a0. Et maintenant, on voit que, en effet, les coefficients ont été renversés. Enfin,
ont été en quelque sorte lus dans l'autre sens. Donc pour que ces deux polynômes soient égaux, il faut que la suite an jusqu'à a1, a0 soit la même que a0, a1 jusqu'à an-1, an. C'est exactement ce qu'on voulait, quand on voulait que les coefficients soient lus de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Ok, alors on va montrer ça. On va montrer donc que pour n strictement plus grand que 1, phi n de x est un polynôme réciproque. Alors pour ça, on a juste besoin d'une chose, on a juste besoin que x puissance le degré du polynôme cyclotomique, donc phi de n de x moins 1, soit la même chose que phi de n de x. Alors dans cette vidéo, en fait, on va démontrer pas mal de résultats des équations similaires à celle-ci sur les polynômes cyclotomiques, et pour les démontrer, on va souvent utiliser la technique suivante. On va démontrer que on a un côté de l'équation qui divise l'autre côté de l'équation, et utiliser le fait que en fait, les deux côtés ont le même degré et le même coefficient dominant, donc on n'a pas le choix, ça doit être les mêmes polynômes à gauche et à droite du signe égal. Et pour démontrer que... Bon, d'abord, faisons les parties les plus simples. Démontrons d'abord que c'est le même degré des deux côtés. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont le même degré? En fait, on voit que cette transformation ne change pas le degré. Si on compare ça et ça, c'est pas vraiment le degré qui nous intéresse, vu qu'ils ont le même degré. Très clairement, c'est de degré n. Donc le degré, c'est vérifié. Ok, vérifions aussi que ce soit des polynômes unitaires à gauche et à droite. Alors ça, on sait que c'est un polynôme unitaire, mais pourquoi est-ce que ça doit être un polynôme unitaire? Si on regarde vraiment à quoi ressemble ceci, ce sera en fait le coefficient dominant de ce polynôme-là, ce sera A0. Donc ce sera donc le coefficient constant de P de x, et donc en fait on a exactement besoin de la slide d'avant, qui nous dit que phi de n de 0 égale à 1. Donc on peut juste l'utiliser, et on a juste besoin de ça. Et ça montre que les deux polynômes sont unitaires. Et maintenant on doit montrer une dernière chose. On va montrer que phi n de x divise x phi n x moins 1. Et pour ça, comme ce polynôme-là, c'est juste le produit de x moins zeta, où zeta parcourt les racines primitives énièmes de l'unité, on va juste vérifier que ce polynôme-ci a aussi comme racine les racines primitives énièmes de l'unité. Donc prenons une racine primitive énième de l'unité zeta. C'est juste un zeta qui a un ordre de n. Et par un résultat qui a été vu dans une vidéo précédente, on sait que l'ordre de phi puissance i, c'est aussi égal à n pour i qui est strictement premier avec n. Et en fait, il se trouve que ce résultat-là, il fonctionne aussi avec i égale à moins 1. Donc, en fait, on a une façon très simple de prendre une autre racine primitive, c'est de mettre une puissance de moins 1 ici. Et c'est déjà fini. Pourquoi? Parce que on veut juste montrer que que zeta annule ce polynôme-ci, mais si on remplace zeta ici, on a une racine primitive énième de l'unité, qui est une racine de phi de n, par définition, et donc on a montré ça. C'est important quand on fait ce raisonnement de bien vérifier que ici, tout est... non, ici il n'y a pas besoin, pardon. Ok, c'est bon. Ok, donc on a montré que c'était aussi un polynôme réciproque. Maintenant, revenons encore avant, on va encore faire des observations et on va essayer de les démontrer. Maintenant, on est intéressé à ce qui se passe quand on passe de phi de n à phi de n. Qu'est-ce qui se passe quand on double l'indice du polynôme cyclotomique? Par exemple, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce qu'on voit que phi 1 et phi de 2, ils se ressemblent beaucoup. Phi 2 et phi 4, ils se ressemblent pas mal. Phi 3 et phi 6, ils se ressemblent bien. Phi 4, phi 8, phi 5 et phi 10 se ressemblent bien. Aussi. Ouais. En fait, il y a deux choses différentes qui se passent. Parce que quand on considère par exemple phi de 2, phi de 4, peut-être je l'écris avec une couleur ici. Phi de 4 de x, c'est phi 2 de x carré. On a juste augmenté tous les degrés on a multiplié tous les degrés par 2. Ici. Mais c'est assez différent ce qui se passe dans le passage de 3 à 6. Phi 6 de x,
c'est presque la même chose que phi de 3. En fait, il y a juste le x qui a changé en moins x. Ça, on pourrait dire que c'est parce qu'on a mis un moins x à l'intérieur. Donc on voit qu'il se passe des choses différentes entre 4 et 6. Si on considère phi de 10, on voit que c'est la même chose que phi de 6. Phi de 10 comparé à phi de 5, il y a juste des moins x qui sont apparus au degré impair. Ça, on va voir que c'est parce que cet indice-là est impair. Donc on va juste considérer le cas où l'indice de départ est impair. Alors c'est parti. Ok. Si n plus grand que 1 est impair, alors phi de 2n de x est égal à phi de n de moins x. Alors comment on va montrer ça? Toujours la même technique, comparer le degré, comparer le coefficient dominant et faire une divisibilité. Phi de n de x est égal à phi n de moins x. D'abord, comparons les degrés. Alors ça, c'est un polynôme de degré phi de 2n. Mais comme n est impair, on peut utiliser la multiplicativité de phi et dire que ça c'est phi de 2 fois phi de n, et donc c'est phi de n qui est le degré de cette partie-là. Donc ils ont le même degré. Ok, vérifions que les deux côtés sont unitaires. Alors, ce polynôme est clairement unitaire, on l'a vu la semaine dernière, mais celui-ci, comme on met un moins x, il faut bien vérifier que le coefficient dominant, que le degré de ce polynôme est pair. Puisqu'on aura moins 1 puissance le degré, qui va être phi de n, et ça on aimerait bien que ça fasse 1. Mais est-ce que c'est vrai que phi de n est pair? Oui. Pourquoi? Parce que n est plus grand que 1 et il est impair. Et s'il est plus grand que 1 et impair, il y a un nombre premier qui le divise. Et si on fait les calculs de phi de n, on voit que p-1 va apparaître et p-1 est un nombre pair. Donc ça va être égal à plus 1. Et ce sera le même coefficient dominant des deux côtés, ce sera 1. Donc on est en présence de polynômes unitaires. Ok, et maintenant le dernier. On va montrer que phi de n de x divise phi n de moins x. Ou plutôt faisons l'inverse. Ça change pas grand chose, mais je préfère l'inverse. Ok. Pour faire ça, comme avant, on va montrer que les racines de ça, comme c'est des racines qui sont simples, elles vont diviser, elles vont aussi être des racines de ça, et ce sera fini. Donc considérons une racine primitive énième de l'unité, et on va montrer en fait on est intéressé à montrer que ordre de moins phi est égal à 2n. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que, ça voudrait exactement dire que si on a une racine de ça, on a une racine de ça. Vu que les seules racines de ça, c'est les 2 énièmes racines primitives de l'unité. Ok, maintenant, pour que moins phi puissance m soit égal à 1, ça c'est moins 1 puissance m fois phi puissance m. Ok? Et ça, comme ça vaut tout le temps moins 1 ou plus 1, il faudrait savoir si ça peut valoir moins 1. Ok? Donc peut-être j'écris en une autre couleur ici. Supposons que phi de m pourrait être égal à moins 1 à un moment, ça voudrait dire que phi de 2m soit égal à 1. Comme l'ordre de phi c'est n, on n'a que n divise 2m. Comme n est impair, on peut enlever le 2, c'est pas important. N divise m, mais si n divise m, alors phi de m est en fait égal à 1, donc on a une contradiction. Donc ça doit être égal à 1, et ça doit être égal à 1. Peut-être je le recrée ici. Ouais, pas forcément. Ouais, si, en fait, je préfère l'écrire ici. Donc, ok, si on veut que ça se soit égal à 1, on n'a pas le choix. Donc, on a vu que par ce raisonnement-là, que moins 1, c'est pas possible, donc on doit juste vérifier 1 et 1. Si ça c'est égal à 1, il faut que 2 divise m. Et si ça c'est égal à 1, par définition, il faut que n divise m. Comme 2 et n sont premiers entre eux, il faut en fait que 2n divise m. Et c'est facile de vérifier que 2n fonctionne, et donc que l'ordre de moins phi, c'est en effet 2n. Et une fois qu'on a ça, c'est bon. Une racine de ce polynôme-là, c'est quelque chose qui ressemble à moins zeta, avec zeta qui est un ordre de n.
Mais moins zeta a un ordre de 2n, et donc est aussi une racine de ça, ce qui montre la divisibilité, et c'est fini. Ok, maintenant on va aller un peu plus loin. On va en fait voir, peut-être si je remets ici, que qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant, pas le processus pour passer de n à 2n, mais plus généralement pour passer de n à pn. Avec p n'importe quoi, pas forcément 2. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être un bon exemple ici? Ça pourrait être 3 et 9. Parce qu'ici, 9, phi de 9 de x, c'est en fait phi 3 de x puissance 3. Ouais. Et en fait, on peut faire quelque chose de général dans ce sens-là. Donc montrons ça. Ici, on avait par exemple, sur la première ligne, on avait le cas p égale n égale 3, je crois. Ouais, exactement. Donc on a P1 en premier, Kn des nombres naturels, et en fait on va voir ce qui se passe à phi Pn de x, et on a vu dans le cas égal à 2 qu'il fallait faire cette distinction. En quelque sorte, si P divise n et si P ne divise pas n, c'est pas exactement la même chose qui se passe. Alors montrons déjà si P divise n. Ok, bon, c'est un peu... ça va être un peu similaire à avant, quoi. On va toujours vérifier ces trois choses. D'abord montrons le degré. Alors d'un côté on a le degré de phi de p, le degré c'est phi de p fois n, et ici on a besoin que p divise n, peut-être je l'écris, ici on a besoin que p divise n pour dire qu'on peut en fait sortir le p de phi de n, et c'est exactement le degré de l'autre côté, vu que si on met une puissance à l'intérieur du polynôme ici, cette puissance va en fait multiplier le degré du polynôme résultant. Donc le degré est bien le même des deux côtés. Ok. C'est unitaire, c'est facile à voir que c'est unitaire, vu que les polynômes cyclotomiques sont unitaires. Et maintenant, on va montrer que, alors dans quel sens est-ce qu'on fait? Faisons comme ça peut-être. Montrer que phi pn de x divise phi n x puissance p. Donc on va prendre une racine de ça. Donc c'est un zeta d'ordre p fois n. Et on va montrer que c'est aussi une racine de ça. Mais donc pour être une racine de ça, il faut regarder l'ordre de zeta puissance p et vérifier qu'il vaut n. Mais déjà, on peut remarquer que phi de p puissance zeta, zeta puissance p puissance n, c'est zeta puissance pn, c'est bien 1, parce que l'ordre de zeta c'est p fois n. Et il ne peut pas y avoir un nombre plus petit que n qui vérifierait ça, parce que si on avait un nombre plus petit que n, ce nombre-ci serait plus petit que pn, et l'ordre de zeta, ce serait pas pn du coup. Et c'est déjà fini, on a démontré ça. Ah, c'est pas les preuves les plus drôles du monde, mais en vrai, avec ce genre de résultats, on pourra trouver des trucs bien. On doit juste vérifier l'autre. Si p ne divise pas n, qu'est-ce qu'on doit montrer? Alors si je passe phi nx de ce côté, il faut montrer que phi pn x fois phi nx, c'est phi n x puissance p. Ok, alors vérifions le degré. Ici on a phi de pn plus phi de n, mais cette fois p ne divise pas n. Donc là, quand on sort le p de... En fait, il n'y a même pas besoin de sortir le p, on peut utiliser la multiplicativité de phi. Et on a que ça vaut en fait p-1 fois phi de n. Et donc ça vaut p fois phi de n, et c'est exactement ce qu'on avait aussi avant. Mais ici, donc on a cette fois utilisé que p ne divisait pas n. Ok, unitaire, c'est... Ah, peut-être j'ai oublié le petit vu. Okay. Bon, je le mettrai après, c'est pas grave. Vérifier unitaire, c'est facile vu que tous les polynômes ici sont unitaires.
Et vérifions la divisibilité. On veut montrer que phi pnx fois phi nx divise phi nxp, puissance p. Alors, il y a deux cas à considérer. On va montrer que les états d'ordre Pn et les états d'ordre n sont des racines de ce polynôme. Alors prenons déjà le premier cas, l'ordre de zeta vaut Pn, mais ça, exactement comme avant, on n'a que l'ordre de zeta puissance P vaut n, et c'est bon. On a bien un ordre de n, et dans le deuxième cas, si l'ordre de zeta vaut n, alors on réutilise un résultat important de la vidéo précédente sur les polynômes cyclotomiques. L'ordre de zeta puissance p vaut n, et ici on utilise que p ne divise pas n. C'était un résultat. Comme p et n sont premiers entre eux, alors l'ordre reste inchangé. Et c'est fini. Du coup, ça et ça sont bien des diviseurs de ça, donc leur produit aussi, comme ils sont premiers entre eux. Ok, ok, très bien. Et maintenant, on arrive gentiment à quelque chose de un peu une grande question qu'on se pose toujours sur les polynômes cyclotomiques, c'est est-ce que leurs coefficients sont toujours 1, 0 ou moins 1? Alors on va d'abord avec les outils qu'on a, on peut déjà le montrer pour pas mal de polynômes cyclotomiques. On va d'abord le montrer pour en tout cas ici ça semble être le cas. Il n'y a que des coefficients 1, 0, moins 1. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va voir ça tout de suite. Donc on va le montrer pour un certain type de polynômes cyclotomiques. Ah ouais, mais d'abord, ok, ça on va le faire juste après. D'abord juste un corollaire direct de ce qu'on vient de faire. Là, j'avais oublié qu'il y avait ça. Ok. Alors, on peut juste rapidement comparer. Avant, on avait P qui apparaissait une seule fois. Maintenant, P apparaît juste avec une puissance. Et ouais, c'est presque un corollaire, pas vraiment un théorème. Pourquoi? Parce que phi de pk puissance n de x, on va juste utiliser le théorème suivant pas mal de fois. Alors, alors si k est assez grand, je peux faire la manipulation suivante, p puissance k-1 fois n. Et je peux rentrer le p à l'intérieur comme si k est plus grand que 1. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce résultat-là qui me dit que si p divise n, alors le p dans l'indice du polynôme, je peux le rentrer dans le polynôme en tant que puissance. Donc je peux faire ça autant de fois que je veux en fait, jusqu'à ce qu'il me reste plus qu'une seule fois, et là je suis pas sûr que p soit divisible par n, et c'est là que j'ai besoin de faire attention. Mais je peux le faire en tout cas, je peux faire ça au moins k-1 fois. En tout cas. Et maintenant, je réutilise le théorème, mais cette fois il faut utiliser les deux cas pour faire disparaître le dernier p. Bah, si p divise n, j'ai juste que c'est phi n de x puissance p puissance k. Et dans l'autre cas, j'ai que c'est phi n de x puissance p puissance k divisé par phi n de x puissance p puissance k moins 1. Exactement. Ça, c'est si p divise n. Ça, c'est si p ne divise pas n. Ok. C'est un corollaire direct de ce qu'on venait de voir avant. Et maintenant, enfin, on est prêt pour ce résultat-là, qui nous dit, on va commencer à regarder quels coefficients des polynômes cyclotomiques sont importants. En fait, il se trouve qu'on a juste besoin, quand on étudie les coefficients des polynômes cyclotomiques, d'étudier les nombres de la forme n égale p fois q ou n égale p fois q fois r. En fait, toutes les puissances ici, on peut les enlever par le processus qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce que si on a, alors peut-être j'écris, ouais, ok. Si on a phi de p carré fois q, x, en fait ça, par le terme qu'on a vu avant, on peut rentrer, comme ici il me restera un p, je peux rentrer ça ici, et les coefficients vont être les mêmes que celui de PQ. Il y aura juste plein de zéros, comme on va juste avoir une puissance de P à l'intérieur, mais les coefficients vont être les mêmes. Ok, maintenant on va juste montrer ça vraiment bien, mais en vrai j'ai déjà presque tout dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Pourquoi est-ce qu'on a juste besoin de considérer le produit des premiers qui divise n? Donc on prend n un nombre, m le produit des premiers qui le divise,
Et on a que phi de n de x, c'est phi de m de x puissance n divisé par m. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que phi m et phi n auront les mêmes coefficients. Donc on prend n qui vaut P1 alpha 1 jusqu'à Pn alpha n, voilà, très classique. Et du coup, m sera P1 jusqu'à Pn. Ok. Et maintenant, on va utiliser plusieurs fois le théorème qu'on a vu avant pour bien voir à quoi ressemble phi de n de x. Phi de n de x, c'est phi de P1 alpha 1 jusqu'à Pn alpha n de x. Et maintenant, j'ai juste besoin de me laisser un P1 dans l'indice, et tout le reste, je peux le mettre à l'intérieur par le théorème qu'on vient de voir. Donc, je me laisse juste un P1, et le reste, je laisse la même chose. Et je peux faire ça pour tous les coefficients, enfin tous les nombres premiers ici. Donc ça, ce sera juste voilà, et ça c'est exactement phi m fois x de n divisé par m. Alors pourquoi c'est important, et peut-être j'ai pas été très clair juste avant de prouver le corollaire, ce qui se passait, donc peut-être un exemple ça peut aider. Si on prend n est égal à 400, disons que je veux calculer le 400e polynôme cyclotomique, ben en fait les seuls nombres premiers qui apparaissent dans 400 c'est 2 et 5. Donc je peux laisser 2 fois 5 dans l'indice, et le reste, 40, comme 40 fois 10 égale à 400, je le mets à l'intérieur. Et maintenant ça, on peut le calculer. Si on regarde à quoi ressemble le 10e polynôme cyclotomique, on sait que c'est ça. Et maintenant, je mets ça, mais à la place de x, je mets x puissance 40. Donc ça me donnera x puissance 40 puissance 4, donc x puissance 160, moins x puissance 120, plus x puissance 80, moins x puissance 40, plus 1. Et voilà. Donc on voit que en fait, phi 400 et phi 10, il y a juste des zéros entre, mais sinon, entre le 160e et le 120e, il y aura beaucoup de zéros. Mais si on oublie les coefficients qui sont nuls, phi 10 et phi 400 ont en fait les mêmes coefficients. Donc ok. Alors, pour l'instant, ça ne nous aide pas beaucoup, vu qu'il nous reste encore beaucoup de nombres à traiter, si on veut montrer que les coefficients des polynômes cyclotomiques sont tous moins 1, 0 ou 1. Mais en fait, on peut déjà le faire pour les polynômes cyclotomiques on définit d'ordre sur les polynômes cyclotomiques. En tout cas, on sait que phi p, c'est x puissance p-1, ainsi de suite, jusqu'à 1. Donc tous les coefficients sont 1, c'est facile à montrer. Maintenant, on va démontrer pour p fois q. Ok, alors c'est parti. Alors, un peu de nulle part, mais en fait c'est très bien choisi. On va considérer x puissance p fois q moins 1 fois phi de pq x. Ok. Et ça, par le théorème qu'on a vu de factorisation de ça, c'est exactement phi de pqx fois phi de px fois phi de qx fois phi de 1x, mais je le laisse après, je remets juste phi de pqx ici, fois phi de 1x. Ok. Mais maintenant, on se rappelle Enfin, on se rappelle, peut-être que je vais le chercher parce que je ne me rappelle pas exactement. Ok. Ce théorème-là, si on prend n qui est égal à q, on a que phi de q fois phi de pq, c'est en fait phi de q de x puissance p. Ok. Donc si j'utilise ce résultat plusieurs fois, ce théorème qu'on a démontré avant, on a que ça, c'est juste phi de p de x puissance q. Et ça, c'est phi de q de x puissance p. Ok, et ça, bon, c'est juste x moins 1, quoi. Ok. Et on va travailler un peu cette expression, puis on va regarder les coefficients, puis on va essayer de s'en sortir. Ok. Donc, regardons d'abord ce produit ici. Ok.
Donc je le réécris là. Comme on connaît, je l'ai écrit juste avant, la forme que prend le pème polynôme cyclotomique pour un nombre premier p, ça on peut déjà l'écrire, c'est en fait x puissance p-1q jusqu'à x puissance q plus 1, ça fois l'autre, donc x puissance q-1p, x puissance p plus 1. Maintenant, quand on fait ce produit ici, on aura donc la somme de tous les x. Comment je peux écrire ça? Peut-être kq plus lp avec k qui doit être plus petit que p et l qui doit être plus petit que q. Voilà, comme ça. Si on distribue tout. Et maintenant, on va regarder un peu ça, et moi je prétends que ce produit, il aura que des coefficients de 0 ou de 1. Parce que un tel chiffre ne peut apparaître que sous une seule forme. Okay, si on avait un coefficient qui était plus grand que 1, ça voudrait dire qu'à un moment, il y a eu deux façons de le faire, ce coefficient, avec un k et un l différents. Donc on aurait kq plus l, lp, qui est égal à un certain k'q plus l'p, si un coefficient était plus grand que 1 ici. Mais ça impliquerait, si on change un peu tout, que ce serait k moins k' fois q, qui serait égal à l' moins l fois p. Comme p et q sont des nombres premiers distincts, on aurait alors par exemple que q divise l' moins l. Mais l' et l sont des nombres entre 0 et q, strictement. Donc l est égal à l', et de même si p divise k moins k', alors k est égal à k', vu qu'on a choisi k dans cet intervalle-là. Et donc, une telle possibilité ne peut pas se produire. Donc ici, on vient de démontrer qu'ici, les coefficients de celui-là sont dans 1, 0. Okay. Maintenant, en reprenant notre équation, qui ressemblait à ça, on a juste démontré que les coefficients de cette partie sont dans 1, 0. Maintenant, quand on multiplie ça par x moins 1, alors on pourrait faire la distribution, on aura une partie fois x qui aura toujours des coefficients dans 1, 0, et une partie fois moins 1 qui aura ses coefficients dans 0, moins 1. Et quand on additionne tout ça, on voit que au pire des cas, on a juste un moins 1 qui s'est rajouté, mais c'est tout. Donc le coefficient du côté droit sont dans 1, 0, moins 1. Nous, on est intéressé en ce polynôme-là, on veut montrer que ces coefficients sont dans 1, 0, moins 1. Maintenant, il faut remarquer la chose suivante sur celui-ci, c'est que son degré, c'est phi de pq. Le phi de pq, c'est p-1 fois q-1, et c'est en tout cas plus petit. Ah pardon, c'est le degré de celui-là. Ah, peut-être j'aurais écrit ça, pardon. Le degré de celui-ci, c'est p-1 fois q-1, et c'est strictement plus petit que pq. Donc, ici, quand on développe le côté gauche, x puissance pq phi pqx moins phi pqx, en fait, ces deux termes ne vont jamais avoir le même degré, ils vont jamais se toucher, parce que ça aura un degré qui sera plus grand que p fois q, et ici, parce que je viens d'écrire ici, le degré est plus petit que p fois q, donc ces deux parties-là ne vont jamais s'influencer l'une l'autre, leurs coefficients ne vont jamais s'additionner. Donc si le coefficient du côté droit sont dans 1, 0, moins 1, on a en fait que les coefficients de celui-ci sont aussi dans 1, 0, moins 1, et c'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Comme ça. Check. C'est exactement ce qu'on voulait. Si p et q sont deux nombres premiers distincts, alors les coefficients de phi pqx sont dans moins 1, 0, 1.
Ok, et maintenant on peut aller encore plus loin avec, en utilisant un autre théorème. Donc c'est un théorème qui date de 1883. Si n a au plus deux facteurs premiers impairs d'instants dans sa décomposition, alors les coefficients de phi n sont dans moins 1, 0, 1. Alors par un théorème qu'on a vu, on a juste besoin de regarder les nombres premiers qui sont dans n et pas leur puissance. Donc on a juste besoin de vérifier les cas suivants. Donc alors c'est quel théorème exactement, on peut aller le chercher. C'est celui-ci. On a juste besoin de considérer les m qui sont des produits de premiers qui divisent x. Par exemple, dans n égale à 400, on a juste besoin de regarder les nombres de type 2 fois 5. Voilà. Par un certain théorème, on a juste besoin de vérifier phi de p. Peut-être je différencie des nombres premiers impairs et des nombres et 2. Donc j'ai juste besoin de vérifier phi 2, phi p, phi 2p, phi pq et phi 2pq. Parce que c'est les seules possibilités de nombres premiers qu'on peut avoir dans sa décomposition si on a au plus de facteurs premiers impairs dans sa décomposition. On peut soit avoir 2 tout seul, soit un nombre premier tout seul, soit 2 et un nombre premier impair, soit 2 nombres premiers impairs, et soit 2 fois 2 nombres premiers impairs. Ok, mais ici on connaît déjà pas mal de nombres. Phi 2, alors peut-être je le mets en vert. Phi 2 c'est x plus 1, c'est juste ça. Ensuite ça, on a vu qu'il y avait juste des coefficients de 1 aussi dans phi p en fait. Et phi de pq on vient de démontrer. Donc il nous reste juste ça et ça. Mais ici on peut utiliser, je vais essayer d'aller, on va utiliser ce théorème en fait. Et vous voyez qu'on a déjà fini. Parce que si phi de 2p de x c'est phi p de moins x, au pire, certains 1 et moins 1 vont devenir des moins 1 et des 1, mais en tout cas, on ne va pas avoir des coefficients plus grands. Et c'est la même chose pour phi de 2pqx. Ce sera phi de pq de moins x, et comme avant, certains des 1 peuvent devenir des moins 1, et des moins 1 peuvent devenir des 1, mais on s'en fiche un peu. Ok. Et ça démontre, voilà, on est pas mal. Maintenant, est-ce que la grande question, c'est est-ce que d'autres polynômes cyclotomiques vont aussi être vont avoir cette propriété-là? Est-ce que tous les polynômes cyclotomiques vont avoir cette propriété-là? Ici, il y a une anecdote, c'est que dans une réunion du groupe Bourbaki, à un moment, quand ils écrivaient leur tome d'algèbre voilà, de Bourbaki, à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas juste qu'un polynôme cyclotomique a ses coefficients dans moins 1, 0, 1 ?» Et il pensait que c'était vrai. Et en fait, il se trouve que c'est faux. Par ce théorème, le premier nombre qui pourrait rater, c'est en fait phi de 3 fois 5 fois 7. Parce que c'est le plus petit nombre qui vérifie qu'il a plus de 2 facteurs premiers impairs distincts. Donc ça, ce serait phi de 105. Et la question, c'est est-ce que ça marche pour phi de 105? Remarquez d'ailleurs qu'avec ce théorème, on a démontré que tous les nombres avant, tous les polynômes cyclotomiques avant 105, ont des coefficients de moins 1, 0, 1. Donc même si on essayait les 104 premiers polynômes cyclotomiques, on ne pourrait pas vérifier que des coefficients pourraient sortir de moins 1, 0, 1. Mais maintenant arrive la vérité, c'est que pour n égale à 105, on a bien un moins 2 qui apparaît 2 fois. Et donc ça rate. Et maintenant un théorème sans démonstration, c'est 1931, c'est qu'en fait les coefficients des polynômes cyclotomiques ne sont pas bornés. Si on commence à considérer des polynômes cyclotomiques qui ont énormément de nombres premiers dans leur décomposition, ben en fait ça va aller assez vite. Ça pourrait grandir beaucoup et on peut en trouver des polynômes cyclotomiques avec des coefficients aussi grands qu'on veut. Voilà. Maintenant, je voulais terminer avec quelques résultats récents, juste pour montrer que ces coefficients des polynômes cyclotomiques, c'était quelque chose d'assez surprenant, qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Donc, une définition rapide, c'est que pour trois nombres premiers impairs p plus petit q plus petit r, on dit que le polynôme phi de p fois q fois r est ternaire, par exemple phi de 105 est ternaire. Et on va s'intéresser à ce nombre en fait, qu'on est en train de rechercher tout à l'heure, qui est la plus grande valeur absolue d'un coefficient de phi n de x, qu'on va appeler a de n.
Donc remarquez qu'on a démontré du coup ce que je disais avant, que a de n est égal à 1 pour n qui est plus petit que 104. Et on vient de voir par l'exemple d'avant, avec le moins 2, que a de 105 était égal à 2. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment avoir un bon contrôle sur ce a? Et il se trouve qu'il y a une borne, il y a une borne assez vieille, qui est p-1, pour a de p fois q fois r, pour les polynômes ternaires, cyclotomiques ternaires, qui a été démontré assez tôt, quand on s'intéressait à ce sujet-là. Et plus tard, il y a enfin même pas mal plus tard, il y a une conjecture qui a été donnée par Beiter, qui essayait d'améliorer ce résultat, qui disait, ok, ça va être plus petit ou égal à p plus 1 sur 2, mais pas mal plus tard, il y a eu un contre-exemple qui a été trouvé, mais d'ailleurs c'est pas si facile de trouver des contre-exemples, parce qu'il y a vraiment plein de possibilités à faire, et... Enfin, j'en sais rien. Ok, je sais pas, mais il y a un contre-exemple, c'est... Peut-être j'écris, c'est une vraie question, qui a été donnée par Beiter en 1968. Et la question, c'est de retrouver, elle est fausse, pour 17 fois 29 fois 41, il y a un coefficient qui vaut 10. Et par cette conjecture, 17 plus 1 divisé par 2, il devait être plus petit que 9, plus petit ou égal à 9, et comme c'est plus petit que 9, la conjecture est fausse. Mais il y a eu une correction de la conjecture, et en 2009, on a démontré qu'en fait, il y avait une meilleure borne que p-1 qui était 2p divisé par 3. Ok. Et on peut se poser la question inverse, c'est est-ce que maintenant, est-ce que plus j'ai de nombres premiers dans ma décomposition, plus le nombre va être grand? Est-ce qu'il existe par exemple des polynômes cyclotomiques ternaires tels que leur plus grande valeur absolue c'est aussi 1, comme ceux qu'on avait vus avant 105? Et il se trouve qu'il y en a même une infinité, ça a été démontré en 2006. Et en fait, ce genre de théorème, il montre que c'est pas du tout facile de comprendre quand est-ce qu'un polynôme cyclotomique aura tous ses coefficients qui vont être dans -1, 0, 1. Et en fait, il y a, pour l'instant, en 2021, il n'y a toujours pas vraiment de caractérisation qui a été donnée de tel nombre où les polynômes cyclotomiques auront des très petits coefficients. Voilà, bah c'est ce que je voulais vous dire. Désolé, ça a été un petit peu long, voilà. Mais c'est tout ce que je voulais dire sur les coefficients, sur les polynômes cyclotomiques. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.